Depuis la loi de 2014, un mot d'ordre s'est imposé dans l'économie sociale et solidaire, c'est celui du changement d'échelle. Tout le monde semble obsédé par cet horizon et ça semble être l'objectif collectif que se fixent les acteurs et les partenaires de l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il faut prendre au sérieux cette exigence de changer d'échelle et voir que ce changement d'échelle, c'est en fait une promesse qui a déjà été faite. On retrouve de manière récurrente dans les 2 derniers siècles des moments où on a parlé de changement d'échelle. Je prendrai un seul exemple. Il y a une trentaine d'années, dans les coopératives de production, on pensait que la transmission d'entreprises saines par leurs propriétaires qui n'avaient pas de successeurs permettrait un changement d'échelle des coopératives de production. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais je crois que si on ne veut pas répéter les erreurs du passé, il faut que le changement d'échelle que l'on vise soit éclairé par un retour sur l'histoire. Pourquoi il y a eu un certain nombre de moments où ce changement d'échelle promis n'a pas eu lieu. Je crois que si on ne veut pas répéter dans l'amnésie les erreurs qui ont été faites précédemment, il faut revenir sur ce qui a empêché que l'on parle de changement d'échelle et que ce changement d'échelle soit réalisé dans des périodes précédentes. Ça nous amène aussi à faire, après ce détour historique, un détour international, c'est-à-dire qu'on peut, d'une certaine façon, penser que ce changement d'échelle a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu au sens où il y a eu une multiplication d'initiatives qui ont été des éléments qui ont remis en scène l'économie sociale et solidaire à la fin du XXe siècle, et dans la première partie du XXIe siècle que nous avons vécu, il y a eu plus d'une trentaine de pays dans tous les continents qui ont adopté de nouvelles lois nationales ou des politiques publiques inédites dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc de ce fait-là, il y a eu un changement d'échelle qui s'est pratiqué au niveau international. Mais ça nous aide également à voir que cette prise en compte qui est de plus en plus importante de l'économie sociale et solidaire peut se référer à plusieurs logiques. Et je crois que ça peut nous renseigner aussi sur ce que signifie concrètement le changement d'échelle. Donc on va procéder en 3 temps. Le premier temps, c'est de voir comment est-ce qu'on peut récupérer la mémoire de l'économie sociale et solidaire. Je crois que c'est une mémoire dont nous avons été privés ou qui a été détournée. Et donc il faut retrouver ce qui s'est passé pour l'économie sociale et solidaire afin d'éclairer les choix du présent. Dans un deuxième temps, on s'aidera aussi de tout un ensemble d'exemples étrangers pour voir comment est-ce qu'ils peuvent nous mettre sur la piste de différents scénarios, et ce sera la dernière partie, les différents scénarios, quelle place peut tenir l'économie sociale et solidaire dans le monde de demain et à quoi ça peut servir l'économie sociale et solidaire. Si on s'intéresse à celle-ci, ce n'est pas pour défendre un corporatisme de plus, il y en a trop déjà dans la société telle que nous la connaissons. L'économie sociale et solidaire prend sens par rapport à un certain nombre de questions qui se posent à l'ensemble de la société et par rapport aux questions qui sont posées. Elle peut apporter, bien sûr, pas une solution, mais un élément, une composante de solution. C'est ce que l'on verra dans un troisième temps qui est plus consacré à ces scénarios d'avenir. L'histoire officielle qui nous est racontée, c'est qu'il y a eu quelques expériences qui étaient des expériences immatures, qui n'ont pas débouché sur des réussites dans la première partie du XIXe siècle. Et puis ensuite, il y a eu la possibilité de créer ce que l'on a appelé les statuts de l'économie sociale, associations, coopératives, mutuelles, et à partir de ça, l'économie sociale s'est définie comme un secteur d'activité qui a pu connaître un certain développement. Je voudrais revenir sur cette histoire officielle parce que je crois qu'elle ne traduit qu'une partie de la réalité. Aujourd'hui, il y a dans différents pays, mais en France particulièrement, comme dans d'autres pays européens ou dans d'autres pays extra-européens, tout un travail d'historiens qui reviennent sur cette histoire officielle pour la contester.
Rio-Sarcey, Hayat, Gribaudy, tout un ensemble d'historiens dont on ne peut pas citer tous les noms, aujourd'hui nous proposent une relecture, je prendrai l'expression de Michel Rio-Sarcey, d'une histoire souterraine du XIXe siècle qui donne un autre éclairage à ce qui est devenu aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. En effet, je crois qu'on peut diviser à partir de ces éclairages l'histoire de l'économie sociale et solidaire en périodes. La première période, ce n'est pas une période dans laquelle il y aurait eu quelques expériences isolées, c'est une période dans laquelle est né un mouvement qui s'inscrivait dans la démocratisation en cours. On avait admis au niveau des principes politiques ceux de liberté, égalité, fraternité. Et il y a eu un mouvement qui a consisté à dire finalement, ce n'est pas parce que ces principes sont affichés au fronton de nos mairies qu'ils sont réalisés. Et donc il faut qu'il y ait des actions collectives qui permettent de réaliser ces principes qui sinon n'arriveront pas à se concrétiser. Et ce mouvement, il s'est nommé le mouvement des associations. Comment est-ce que l'on peut arriver justement à faire évoluer la vie quotidienne à travers le regroupement de personnes volontaires qui s'associent ensemble pour essayer d'améliorer les choses, pour essayer de passer dans une phase qui soit une phase plus démocratique. Donc on a eu un mouvement d'associationnisme qui s'est inscrit dans la dynamique démocratique et qui a essayé d'amplifier, de diffuser cette dynamique démocratique jusqu'au plus profond de la vie de tous les jours. Cet associationnisme, il s'est appuyé aussi sur une notion qui est apparue à ce moment-là, en 1840, sous la plume de Pierre Leroux, qui est la notion de solidarité. Pourquoi est-ce qu'on parle à ce moment-là d'associationnisme solidaire? Parce que la solidarité, selon Leroux, est ce qui succède à la charité en démocratie. Pour lui, dans une démocratie, il ne peut plus y avoir de charité puisque la charité supposait une inégalité entre celui qui donne et celui qui reçoit. Donc, si on est en démocratie, il y a un rapport social qui se substitue à la charité, c'est ce qu'il appelle la solidarité, qui justement repose sur l'association de personnes qui se mettent à agir ensemble pour réaliser un bien commun qu'ils estiment important. Donc on a ce mouvement qui est un mouvement qui a été oublié. On a cru que c'était quelques expériences utopiques et on a confondu l'associationnisme et l'utopisme dans la plupart des versions de l'histoire officielle. Or, ceci est tout à fait contestable parce que l'associationnisme, ce n'est pas l'utopisme. Pourquoi? L'associationnisme, c'est d'abord une façon de faire ensemble sur plusieurs plans. Les gens qui s'associent dans ce moment historique sont des gens qui s'associent à la fois pour créer des sociétés de secours mutuels, à la fois pour envisager à partir des savoir-faire des métiers des organisations qui soient au service du travail et non pas au service du capital. Et ce sont aussi des gens qui défilent dans les rues pour qu'il y ait des changements législatifs et réglementaires qui permettent par exemple de réguler les horaires de travail ou les prix auxquels le travail doit être rémunéré. Donc on a à ce moment-là des formes d'organisation qui sont à la fois autour du secours mutuel, autour de la production en commun et autour de la protestation politique. Et tout ceci fait partie d'un même ensemble et relié pour les gens qui y participent, n'est pas dissocié comme ce sera après. Et donc on voit bien que ce qui est intéressant dans l'associationnisme, c'est que justement il n'est pas un utopisme, il ne s'agit pas de créer une expérience parfaite qui va anticiper un monde parfait. On sait que les utopies se sont perdues dans ce rêve fou. Au contraire, les ouvriers qui s'associent n'ont pas l'idée qu'ils vont arriver à un monde parfait. Ils s'inspirent bien sûr d'un certain nombre des écrits utopiques, mais c'est pour proposer une autre façon d'aborder le changement social, c'est-à-dire des expériences à travers lesquelles on va pouvoir déterminer finalement ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Ce qui commence à s'expérimenter à travers l'associationnisme solidaire, c'est une vision du changement social par l'expérience qui doit également s'articuler à un changement dans les lois, dans les règlements, pour que ces expériences puissent avoir plus de liberté de manœuvre.
Donc on a cet associationnisme solidaire qui s'exprime pendant toute la première partie du XIXe siècle. Pour ce qui est de la France et pour ce qui est de l'Europe plus généralement, ceci se termine au moment du Printemps des peuples, c'est-à-dire en 1848. En 1848, il va y avoir un mouvement de répression contre ces formes d'auto-organisation qui étaient celles de l'associationnisme solidaire, et il va y avoir aussi une invalidation symbolique. C'est là que commence l'histoire officielle que j'évoquais, c'est-à-dire cette histoire qui va renvoyer ces expériences à des actions immatures, finalement non adaptées à résoudre le problème qui est celui de la question sociale. Ces expériences sont invalidées à la fois par le libéralisme, qui considère que la véritable association de notre temps, pour citer Corbon, l'un de ses porte-paroles, c'est la société de capitaux. Donc on va aller vers l'idée que ce n'est pas l'association, mais c'est véritablement l'entreprise telle qu'elle se définit sur une base capitaliste qui va pouvoir permettre le décollage industriel, l'accumulation primitive, qui va permettre d'accumuler des richesses et que ces richesses ensuite vont pouvoir améliorer le sort des populations. Donc on voit que là, il y a une croyance en un développement qui va pouvoir résoudre à terme la question sociale, et que dans cette idée-là, les libéraux vont, avec Malthus, avec Ricardo, avec tout un ensemble d'autres auteurs, postuler que la solidarité ne doit plus être cette solidarité démocratique que Leroux mettait en avant, mais une solidarité qui ne remet pas en cause les inégalités, mais s'attaque uniquement à un problème qui est donc un problème temporaire, qui est celui de la pauvreté. En attendant que le développement économique ait produit ses bienfaits, il faut qu'on ait des politiques sociales qui permettent de restreindre la pauvreté pour que celle-ci ne se transforme pas en colère et ne menace pas l'ordre établi. Donc là, il y a une seconde forme de solidarité qui s'implante dans ce second XIXe siècle, pour reprendre les termes de l'historien anglais Hobsbawm. Le premier XIXe siècle, c'était l'ère des révolutions. Le second XIXe siècle, c'est l'ère du capital et des empires. Donc le capitalisme s'impose comme l'économie moderne. À partir de ce moment-là, de plus en plus, on va considérer dans la plupart des approches que la véritable économie de la modernité, c'est le capitalisme marchand. Et cette condamnation de l'associationnisme comme étant une rêverie un peu obsolète va être complétée par la condamnation qu'en fait le marxisme officiel, quand Engels parle au sujet justement de l'associationnisme, de socialisme utopique. Donc finalement, tout ça va être oublié, va être recouvert par tout un ensemble de représentations qui vont annuler la force de l'associationnisme, faire qu'on va occulter cet associationnisme et finalement on va s'orienter à travers en particulier les premiers idéologues de la philanthropie. Je pense à Leplay en France qui va développer toutes ces idées de patronage, de paternalisme. Donc on va développer une économie qui se veut une économie permettant de restreindre la pauvreté, et c'est la première forme que va prendre l'économie sociale. L'économie sociale va d'abord être assimilée à cette solidarité philanthropique avant de sortir de cette orbite philanthropique pour devenir de plus en plus un ensemble d'entreprises. Et c'est là qu'on va avoir la dissociation entre les mutuelles, les coopératives et les associations. Mais on voit que dans cette deuxième phase, ce qui avait été réuni dans l'associationnisme solidaire est séparé, c'est-à-dire qu'on sépare ce qui est de l'ordre du mouvement social, qui deviendra le syndicat, de ce que sont les entreprises collectives qui deviendront les statuts de l'économie sociale. Et on n'aura plus, dans tout le cours du XXe siècle, cette articulation forte qu'il y avait entre mouvement et entreprise collective qui était le propre de l'associationnisme solidaire. On va séparer ce qui auparavant était réuni. Et finalement, on va, parce que la philanthropie ne va pas résoudre évidemment la question sociale, on va évoluer vers un troisième temps qui est celui qui domine l'ensemble du XXe siècle jusqu'aux années 1970, le temps dans lequel
on va considérer que le principal rempart pour cantonner le capitalisme marchand, c'est non pas l'économie sociale, mais l'État social. À partir de ce que l'on appelle en France l'école solidariste, avec Durkheim, Bouglet, Fouillé, jusqu'à Malon et à Jaurès, d'une certaine manière, on a tout un ensemble de propositions qui vont s'opposer aux propositions libérales et restaurer la préoccupation de la totalité sociale, de la cohésion sociale. Ce que disent les solidaristes, c'est qu'une société, ce n'est pas une somme d'individus posés les uns à côté des autres qui font des choix personnels. C'est aussi un ensemble social qui doit tenir ensemble. Et donc, c'est cette façon de penser qui va entraîner chez les solidaristes ce que l'on appelle aussi l'école française de sociologie, qui s'oppose donc à ce que l'on appelle à l'époque les économistes. Ces auteurs vont dire qu'il faut rembourser la dette sociale. Rembourser la dette sociale, c'est-à-dire tenir compte du fait que tout le monde ne naît pas avec les mêmes atouts. Donc il faut qu'il y ait une possibilité de rééquilibrer le jeu entre les personnes qui participent à une même société. Il faut qu'il y ait une possibilité de péréquation entre des groupes sociaux qui ne sont pas au départ dans les mêmes situations. Et donc on voit bien qu'à travers cette nouvelle façon de penser la solidarité, on revient à une solidarité démocratique, on ne se contente pas de la philanthropie, mais la solidarité démocratique qui est préconisée par les solidaristes, elle est basée sur la redistribution faite par l'État social, beaucoup plus que sur l'action collective faite par les citoyens, comme Leroux l'avait avancé. Donc on va avoir finalement une architecture du XXe siècle qui va être basée sur la complémentarité et l'opposition en même temps entre le capitalisme marchand, que l'on considère comme étant de plus en plus le synonyme de l'économie, et l'État qui, lui, organise le social, qui vient à la fois en contrepoint et en complémentarité par rapport à l'économie. Le social et l'économique font partie du même ensemble, mais en finalement proposant deux facettes d'une même pièce. Et on voit bien que cette façon d'aborder le social comme correction du capitalisme marchand, ça va effectivement être le modèle qui va imprégner le compromis qui va se mettre en place après la Seconde Guerre mondiale. Rappelons que la Seconde Guerre mondiale se termine sur un certain nombre de textes internationaux qui sont admis par tout le monde et qui sont résumés dans la Déclaration de Philadelphie. La Déclaration de Philadelphie indique que le développement économique ne vaut que s'il est au service du développement social. Et donc, on va avoir une nouvelle place pour l'État social, pour les politiques sociales, qui va être reconnue dans cette période que l'on va appeler les 30 Glorieuses, dans laquelle il va y avoir une croissance marchande très forte, et cette croissance marchande va permettre de mettre en place des actions sociales d'une ampleur beaucoup plus grande que celles qui avaient été faites auparavant, avec aussi la mise en place de systèmes généralisés de protection sociale, de sécurité sociale, et des politiques sociales qui souvent d'ailleurs vont être mises en place par les associations plus que par l'État directement. Donc on a dans la plupart du XXe siècle un partage des tâches entre l'économie et le social, dans lequel l'économie sociale est partagée puisque certaines parties de l'économie sociale, avec les coopératives par exemple, se retrouvent en concurrence sur le marché avec des entreprises capitalistes. Les mutuelles deviennent des auxiliaires de la protection sociale généralisée et les associations mettent en œuvre de plus en plus les politiques de l'État social. Donc il y a une certaine importance quantitative de l'économie sociale, mais il n'y a pas d'importance politique très grande puisque cette économie sociale, elle est partagée finalement en différents éléments qui ne sont pas très pensés ensemble. On arrive à cette dernière phase du XXe siècle qui va bouleverser la donne et qui va remettre en avant
des questions qui avaient été posées au cours du XIXe siècle, alors qu'on pensait que ces questions n'avaient plus aucune actualité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, à partir des années 60-70, on a connu un essoufflement de cette synergie entre le marché et l'État qui avait été si efficace dans les Trente Glorieuses. On se rend compte, à partir des années 60-70, qu'il y a un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été abordés ni par l'État ni par le marché de manière satisfaisante. Prenons deux exemples des mouvements qui apparaissent à ce moment-là. Le mouvement écologique qui montre que la dynamique capitaliste est basée sur une expansion sans fin. Comment est-ce que cette expansion sans fin peut être conciliée avec le fait que nous vivions sur une planète limitée? Ces questions commencent à être posées de manière forte dans la décennie 70. On sait bien qu'elles ne sont pas encore résolues aujourd'hui et que nous essayons de nous débattre avec celles-ci. Autre mouvement qui émerge à ce moment-là, le mouvement féministe, qui va mettre en cause aussi certaines formes d'intervention de l'État social traditionnel, en montrant que dans l'État social, finalement, sous les apparences de l'égalité, il y a des différences entre les âges, entre les genres, entre différents groupes sociaux, et que finalement, il y a également un problème plus général, c'est que l'État social considère les usagers non pas comme des citoyens, mais plutôt comme des assujettis, c'est-à-dire des bénéficiaires d'actions qui sont définis sans eux, sans elles. Et donc, il va y avoir aussi une remise en cause de l'État-providence, non pas dans ses principes, mais dans ses modes d'action, qui va être porté par un certain nombre de mouvements comme le mouvement féministe, mais aussi dans plusieurs pays par le mouvement des personnes en situation de handicap ou par d'autres groupes sociaux. Ces nouveaux mouvements sociaux, comme on dit à l'époque, vont à la fois se fragmenter, mais en même temps vont poser des questions qui, comme on le disait tout à l'heure, ne sont toujours pas résolues. Ce qui fait qu'on va avoir à la fois le prolongement de ces mouvements sociaux en même temps qu'on en connaît la fragmentation. C'est pour ça que dans la littérature, on parle beaucoup plus à partir des années 80 d'initiative ou d'innovation sociale dans la société civile, pour rendre compte du fait aussi qu'il y a des modifications dans les formes d'engagement et que si les mouvements sociaux n'arrivent plus à s'agréger comme des mouvements très importants par leur taille, il y a une multiplicité d'initiatives qui se déroulent dans l'ensemble de la société et qui essayent de reprendre autrement, sur une base plus locale par exemple, les éléments qui ont été repérés par les nouveaux mouvements sociaux. Donc on a finalement une myriade d'expériences qui vont au niveau international, avec la fin du XXe siècle, se reconnaître de plus en plus dans l'appellation d'économie solidaire. Et on voit que l'économie solidaire, telle qu'elle est appréhendée de cette façon-là, est une économie qui est plus une résurgence de l'associationnisme solidaire qu'une émergence dans les années 70-80. Ce qui va caractériser l'économie solidaire, ce n'est pas du tout, comme on le dit aussi dans certaines histoires officielles, qu'on va ajouter quelques petits problèmes périphériques comme l'insertion, la lutte contre l'exclusion à une économie sociale inchangée. Non, l'économie solidaire est porteuse à la fois d'une continuité, mais aussi d'une critique vis-à-vis de l'économie sociale. Ce que met en avant l'économie solidaire au niveau international comme en France, c'est le fait que les initiatives qui émergent à ce moment-là ne sont pas simplement des entreprises collectives. Évidemment, elles ont des activités économiques et elles sont importantes pour cette raison, mais elles ont aussi un autre objectif qui est celui d'intervenir dans le débat public, de changer un certain nombre de règles, d'interroger les pouvoirs publics ou de leur apporter des appuis pour qu'il puisse y avoir un cadre institutionnel qui soit plus approprié. C'est ce qu'on peut appeler la dimension publique, la dimension politique au sens non pas politicien, mais au sens vie de la cité. Comment ces initiatives solidaires se réclament finalement d'une société qui soit une société plus juste, plus égalitaire. Et donc là, on retrouve
une façon d'articuler les mouvements citoyens de la fin du XXe siècle avec des activités économiques, ce qui fait une résonance par rapport à la première phase de l'associationnisme solidaire. Et ce sur quoi met l'accent l'économie solidaire aussi, c'est le fait que si l'on ne fait que créer des entreprises collectives, ces entreprises collectives vont être prises dans une inévitable banalisation. C'est ce qu'a connu l'économie sociale, c'est-à-dire que, comme le disait fort justement un coopérateur sud-américain, les coopératives voulaient changer le marché. Ce que l'on constate, c'est que c'est le marché qui a changé les coopératives. Donc pour éviter cette forme de banalisation qui s'est répétée pendant plus d'un siècle, il convient aussi d'interroger non pas simplement la forme de l'entreprise, ce qu'a fait fort légitimement l'économie sociale, mais aussi ce qu'est l'économie. Et on voit bien que l'économie n'est pas simplement le marché. Il faut avoir une vision de l'économie, c'est ce que l'on a essayé de préciser avec tout un ensemble d'auteurs internationaux dans les dictionnaires de l'autre économie qui a été publié en 6 langues, c'est que aujourd'hui, l'économie réelle, ce n'est pas simplement le capitalisme marchand. Il y a la moitié de la planète qui vit aujourd'hui à travers d'autres formes économiques que le capitalisme marchand. Et donc, il faut retrouver aussi une réflexion sur l'économie qui part non pas d'hypothèses qui sont des hypothèses sur l'homme égoïste, l'homme économique, mais qui part de la réalité de ce qu'est l'économie et voir comment, par exemple, certaines formes d'économie populaire, certaines formes d'économie informelle peuvent, avec des appuis des politiques publiques, se transformer en des initiatives solidaires. Donc, il y a cette idée que l'économie, et là, il y a tout un courant sur lequel on peut s'appuyer, qui est le courant de l'économie substantive, qui indique qu'il n'y a pas une seule forme d'économie marchande, il y a plusieurs formes d'économie, plusieurs principes économiques, le marché bien sûr, mais aussi la redistribution. On a vu combien la redistribution est liée dans nos sociétés à l'État social, mais elle peut se faire avec des fondations privées également. Et puis il y a ce qui est encore plus caché que la redistribution dans nos représentations de l'économie, c'est-à-dire l'importance de la réciprocité. Il y a une multiplicité d'activités économiques qui se font non pas pour échanger sur un marché, mais pour entretenir, préserver, renforcer, consolider le lien social entre des personnes et des groupes. Et il faut retrouver dans l'activité économique réelle ces ressorts de réciprocité qui nous ont été cachés. Et ça, c'est l'un des points aussi sur lesquels les initiatives solidaires ont mis l'accent. Donc on a eu une période dans laquelle il y a eu tout un ensemble de nouvelles expériences. Ces nouvelles expériences nous ont amenés à parler d'économie sociale et solidaire pour bien montrer qu'il y avait, au-delà de l'économie sociale traditionnelle, une autre dynamique, la dynamique solidaire qui venait apporter aussi sa pierre à l'édifice commun et également, dans les premières années du XXIe siècle, s'est imposée une autre vision qui est une vision qui a pris une certaine importance dans ces derniers temps, qui est la vision de l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que si l'économie sociale historique avait mis l'accent sur le fonctionnement collectif, sur le caractère collectif de l'entreprise, contre une définition plus capitaliste de l'entreprise, l'entrepreneuriat social met l'accent pour sa part plus sur l'objectif social, écologique que peut poursuivre aussi une entreprise. Donc on se retrouve dans un paysage qui est un paysage assez difficile à lire, ce qui explique que finalement il y ait une certaine confusion vis-à-vis de l'économie sociale et solidaire. En effet, il y a une économie sociale qui s'est basée sur les associations, les coopératives et les mutuelles, mais celles-ci ont été séparées par notre mode de développement socio-économique. À ceci se sont rajoutées des initiatives qui se sont réclamées de l'économie solidaire. S'y ajoutent également des formes d'entrepreneuriat social. Donc se pose une question, finalement, de cet ensemble qui est un ensemble hétérogène, qu'est-ce qui peut advenir et comment est-ce que cet ensemble hétérogène peut peser sur les éléments qui vont composer le contrat social de demain.